Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Comment s'est construit le genre humain dans le temps et dans l'espace? C'est la modeste question à laquelle vous tentez de répondre. Christian Grattalou, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes géohistorien, professeur émérite à l'université Paris Diderot. Et alors vous publiez un ouvrage absolument impressionnant, Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre, aux éditions des Arènes. Donc inutile de dire que ça brasse l'ensemble de l'histoire humaine, l'ensemble des pays et des civilisations de notre planète. Peut-être tout d'abord une définition, Christian Grattalou. Qu'est-ce que cette géohistoire? Alors, c'est une manière de traiter l'histoire en géographe, pour aller vite. C'est-à-dire à la fois dans la dimension horizontale, celle de la géopolitique, dont on vient voir la question des frontières en Amérique latine, et puis la dimension verticale, qui est celle du milieu, dans l'atmosphère et la lithosphère, le ciel, le temps qu'il fait, la chaleur, etc. Et évidemment, par exemple, les ressources en hydrocarbures du Guyana. Donc, c'est ces deux dimensions qui sont absolument essentielles, entre autres parce que, dès le départ, si j'ose dire, dès qu'on peut parler d'espèces homo, il y a migration. Et il y a migration parce que les humains sont la seule espèce ubiquiste, qui peut vivre dans tous les milieux, dans tous les climats. Alors que, biologiquement, dans notre milieu naturel d'origine, la savane arborée, en tenue naturelle, si j'ose dire, on ne peut pas supporter ne serait-ce qu'une nuit froide, a fortiori en hiver. Donc la sortie de ce milieu naturel, c'est quelque chose qui est essentiel dans la constitution de la propre humanité et qui est le résultat de cette humanité. C'est-à-dire le fait d'avoir de bonnes jambes, l'immigration, et d'avoir une grosse tête, l'adaptation aux différents contextes. Mais alors, justement, parce que dans cet ouvrage, je l'ai dit, extrêmement riche, alors on trouve à la fois des graphiques, des cartes, des atlas, une manière donc de se représenter les choses, beaucoup d'atlas de migration, ce qui est plutôt logique. Est-ce que vous représentez, Christian Grattalou, comment les choses ont débuté, comment le genre humain s'est répandu sur la Terre ? Alors la motivation, je ne peux pas dire ce qu'il y a 2 millions d'années, les premiers Homo erectus avaient comme projet. Mais ils ont été effectivement au-delà de l'horizon. Et surtout au-delà des régions toujours chaudes. Ce qu'on constate, c'est qu'on trouve des restes d'hommes anciens à l'est de l'Asie. L'homme de Pékin, l'homme de Java. Ça veut dire qu'il y a 1,5 million d'années au moins, ils avaient franchi des régions froides pour pouvoir y accéder. Pour cela, ils avaient besoin de la maîtrise du feu, ils avaient besoin de logements et de vêtements, qui rendent donc les sociétés capables de vivre dans des milieux différents des leurs. Ce qu'aucune espèce vivante, végétale ou animale, ne peut faire, sauf les commensaux des humains, puisque leur milieu, c'est nous. Et puis alors j'ai un graphique sous les yeux qui montre que les choses ont été un peu difficiles au début, jusqu'à moins 10 000 avant notre ère, les choses stagnaient. Et puis alors on a une sorte de graphique, c'est toujours compliqué à la radio de montrer des graphiques, mais ça ressemble vraiment à un gratte-ciel. Ça démarre en trombe avec le néolithique, et puis alors il y a vraiment un pic qui arrive aujourd'hui, 8 milliards d'individus. Comment en est-on arrivé là? Comment cette progression qui est à la fois une progression prodigieuse, mais je dois le dire, l'âge du bronze, l'âge de fer, le haut Moyen-Âge témoignent déjà d'une augmentation significative de la population humaine, comme quoi il ne faut pas négliger l'âge du bronze ou l'âge du fer. Oui, on constate une croissance démographique dès 30 000 avant notre ère à peu près, lente évidemment jusqu'au néolithique, donc vers moins 10 000, et puis de plus en plus rapide pendant toute la période agricole, dense entre... Il y a 3 graphiques successifs, il y a 3 doubles pages de l'Atlas qui montrent cette croissance. Et ils ne sont pas tous ils sont pas à la même échelle. C'est-à-dire que si on remet la première double page, le paléolithique et le début du néolithique, c'est tout petit par rapport à l'échelle de la seconde double page, qui est la période agricole jusqu'au XVIIIe siècle, et qui est minuscule aussi par rapport à la dernière double page, qui est du milieu du XVIIIe à 2022, où on a atteint les 8 milliards. Ce qui nous permet d'introduire donc une troisième dimension dans cet ouvrage qui n'est pas peu ambitieux, Christian Grattalou. Donc on a parlé de la géographie, de l'histoire, il faut parler maintenant de leur rencontre naturelle, la démographie.
Oui, c'est effectivement, les deux sont, parce qu'il y a d'abord une dimension biologique à la démographie, et puis il y a une dimension de contextualisation, en fonction des techniques du moment, quel espace, quelle charge peut-il supporter. Ça, c'est un élément fondamental. De ce fait, les humains sont une espèce qui a bien réussi, pourrait-on dire, particulièrement bien réussi, mais en même temps, elle a un caractère invasif qui est assez évident et qui est son propre problème à résoudre aujourd'hui. Et on voit justement la différence qu'il y a entre les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs en matière donc de démographie. Il y a toujours cette vieille idée qu'on s'est fait avoir quand on a cessé d'être chasseur-cueilleur. Alors d'abord, je l'aurais mis au féminin, parce que chasseuse-cueilleuse. Voilà, et agricultrice, parce que c'est là où on peut mesurer la différence, dans la mesure où l'anthropologie physique permet de voir combien une chasseuse-cueilleuse ou une sédentaire ont pu avoir d'enfants. Et on a triplé pratiquement de 3-4 pour les chasseuses-cueilleuses à souvent entre 8 et 10, jusqu'à souvent que la mère en meurt. Donc ça, c'est une différence. Alors l'idée qu'on se soit fait avoir, c'est un renversement contemporain. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ni le scénario inverse, hein. C'est-à-dire l'idée que ça a été un progrès. Ça a été fondamentalement le scénario moderne, quoi, depuis en tout cas les Lumières. Mais l'idée aussi qu'on n'en ait pas tiré profit, qu'on n'ait pas allongé la vie, qu'on n'ait pas... ça, c'est difficile de ne pas le voir comme un bénéfice. Donc les deux sont intéressants. Simplement, un élément important, c'est l'effet de cliquet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où certains seuils de densité de population dans un milieu particulier sont atteints, eh bien, on ne peut pas revenir en arrière. Je vais vous poser une question indiscrète, Christian Grattalou. Comment les chasseuses-cueilleuses faisaient-elles en matière de limitation des naissances? Alors, on sait que quand l'allaitement est très prolongé, c'est un frein considérable aux grossesses. Cela dit, il peut très bien y avoir, et c'était des gens comme nous, hein, c'était exactement les mêmes, les sapiens, on peut tout à fait avoir des pratiques, comme on les connaît chez certaines populations de chasseurs-cueilleurs qui étaient encore telles quelles au début du XXe siècle. Il y a des pratiques de structure de parenté qui sont d'excellents freins à la natalité. Et alors, toujours si l'on continue donc parmi les différentes dimensions qu'explore ce très vaste livre, Christian Grattalou, il y a aussi une question qui nous intéresse particulièrement actuellement, qui est la question du climat, qui va, j'imagine, bouleverser dans 2 ou 3 000 ans. Votre successeur, Grattalou, futur, devra faire un autre ouvrage où il devra explorer la manière dont les vicissitudes climatiques que nous traversons modifient le peuplement de la Terre, l'ère glaciaire, les autres ères, avec des modifications significatives de température. En tant que géographe, comment les observez-vous ? Alors d'abord, on a des tas de documents historiques qui nous laissent les sols en particulier, les glaces de l'Antarctique, etc. On a des tas d'éléments qui permettent d'être très précis maintenant sur les températures. Faut pas oublier que les humains vivaient en pleine période glaciaire dans le Périgord, où ils nous ont laissé de magnifiques traces. Il reste des humains dans le Périgord, Christian. Il en reste aujourd'hui, et il y en avait. Ils ont de la chance d'ailleurs. Il y en avait il y a 35 000 ans, hein. Donc on a incontestablement des possibilités, comme je disais, de vivre dans des climats qui ne nous sont pas naturels. Mais à quoi ressemblait le Périgord, donc le steppe. Périgord de Lascaux? Oui, à une steppe. C'était au nord de l'Europe, pratiquement jusqu'à... Il n'y avait pas de mer du Nord, justement, mais il y avait un énorme glacier centré sur la Scandinavie qui s'étendait jusqu'au sud de l'Angleterre, au nord d'Irlande, en Allemagne. Donc on avait là une steppe, ce qu'on aurait actuellement aujourd'hui dans les toundras. Oui. C'était quand même un milieu qui permettait de vivre, parce que c'était un peu plus chaud quand même que certains... La différence est de l'ordre de 6 à 7 degrés par rapport à nos moyennes. Donc il y avait de quoi chasser, il y avait de quoi cueillir, à condition bien sûr d'avoir les faibles densités que j'évoquais tout à l'heure. Et alors toujours si l'on continue, on voit qu'on a évidemment des crises démographiques donc qui sont liées aussi à des épidémies, puisque ça, depuis 2020, on est habitués à cela, et là aussi elles ont pesé de manière significative sur l'histoire humaine, cette histoire que vous racontez, Christian Grattalou. Alors le fait qui me semble, pour l'histoire relativement récente, mais pour moi récent c'est facilement 1000 ans, hein, pour l'histoire récente, le grand phénomène a été l'arrivée d'Européens en Amérique.
mais plus que des Européens, j'aurais envie de dire, d'arrivée des habitants de l'axe de l'Ancien Monde. Ça, c'est l'élément essentiel, c'est-à-dire des gens qui étaient dans le même bassin épidémiologique, celui de la peste noire, un siècle et demi avant, où les humains ont survécu pour partie. Il y a eu à peu près 30% de la population qui y est passée. Hein. C'était pas le Covid. Donc, on a des humains qui ont acquis foule d'anticorps des différentes maladies d'Ancien Monde. À la différence des Amérindiens, qui eux étaient d'ailleurs pas un même bassin épidémiologique, qui étaient des sociétés plus fractionnées, et qui n'avaient aucun anticorps face à la variole, à la tuberculose, etc., y compris la coqueluche, qui les ont massacrés. On considère que 90%, c'est pas la peste noire, là, 90% de la population amérindienne est décédée pratiquement en un siècle. Ce qui a permis la conquête. Sinon, les Européens seraient fait te foutre dehors. Et alors, justement, si on réunit tout ça, à la fois la question du climat, la question de la démographie, la question donc de la géographie physique, il y a ces cartes qui moi, me fascine absolument dans votre livre sur les passages et les obstacles à la mobilité des humains, où vous montrez, Christian Grattalou, comment ces migrations se sont faites avec notamment ces lieux qui étaient des passages qui n'en sont plus, et réciproquement, là aussi on arrive à modéliser les choses aujourd'hui de manière précise. Oui, on essaye toujours de savoir par où sont passés les migrants. Sachant qu'il y a des phénomènes qui ont une longue permanence, pour moi, l'élément le plus frappant, c'est la masse de l'Himalaya et des grandes chaînes qui sont au nord, qui fait que la Chine est un monde autonome par rapport au reste de l'axe de l'Ancien Monde. Pas autonome, hein, pas séparé, mais c'est très net dans sa vie culturelle et dans sa vie économique. Mais il y a des liaisons, on peut voir par exemple le rôle des mers de petite taille. Le plus souvent, dans les mouvements, ce sont les espaces maritimes relativement courts qu'on peut maîtriser. La Méditerranée en étant un bel exemple, le nord de l'océan Indien étant le principal avec les moussons, les mers de Chine. Et ces ensembles permettent une circulation aisée. Petit à petit, à mesure qu'on déboise, à mesure qu'on occupe les parties terrestres, là, effectivement, c'est plutôt la Terre qui supporte les grands ensembles sociaux. Christian Grattalou, Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre. C'est un livre donc d'une grande richesse, on l'a mais qui n'est pas si gros que ça. Hein. Il fait 500 pages avec l'Atlas. Non, je voulais surtout pas faire peur aux auditeurs. Il est très lisible. Il est absolument, Christian. Je tiens à rassurer les auditeurs sur ce point, mais je trouve que c'est merveilleux d'avoir ce livre qui permet de comprendre beaucoup de choses, qui réunit tant de savoir et d'informations. Et vous serez rejoint par une autre géographe qui, elle aussi, propose une vision différente de la géographie, Nephthys Zver. On lui doit « Ceci n'est pas une cartographie » aux éditions du commun. Et je vous présente ce monsieur qui est en face de vous, Lionel Nakache. Lui aussi, il s'intéresse aux cartes, mais les cartes mentales. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Mais rassurez-vous, la géographie est également politique, surtout celle d'ailleurs que fait Nephthys Zver. Bonjour, vous êtes chercheuse en histoire et culture des pays de langue allemande et vous avez dirigé un merveilleux atlas qui s'intitule « Ceci n'est pas un atlas » aux éditions du commun. Vous allez nous dire dans quelques instants en quoi consiste cette cartographie radicale, puisque c'était le titre de votre précédent ouvrage. Christian Grattalou, Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre, c'est aux éditions des Arènes. On dit que si les mouches pouvaient dessiner, elles auraient fait une autre géométrie. Et moi, je me demande comment les géographes que vous êtes entendent les informations. On a parlé, hélas, de deux guerres, on a parlé des frontières européennes. Nephthys Zver, quand vous entendez ces informations, qu'est-ce que vous voyez ? Moi, en tant qu'historienne qui est tombée dans la cartographie à un moment donné, notamment par le premier livre Cartographie radicale paru chez Dominique Carré La Découverte, et aujourd'hui ceci n'est pas un atlas, il y a une raison s'il s'appelle comme ça. Face aux actualités, moi je réagis en cartographe tout simplement. Et par exemple pour la question de la migration, j'ai immédiatement pensé à la carte de Christian Grattalou sur la migration européenne. Et je me dis que la carte va vous dire ce qu'elle veut vous dire, ce que ces autrices et auteurs veulent leur dire, selon la projection que vous choisirez. C'est le cas de la carte de Christian, c'est centré sur le pôle Nord. On met bien en lumière que la migration concerne la Terre entière, tous les groupes humains, et que la projection que vous choisirez, la sémiologie que vous adopterez... Sémiologie, ça veut dire quoi ?
le langage de la carte, la façon dont vous présenterez les éléments sur la carte, vous changerez radicalement votre message. Et oui, parce que vous utilisez le mot radical, mais justement dans Cartographie radicale Nephthys Vert, il s'agissait déjà de montrer que la carte n'était pas le territoire et que la manière dont on la dessinait une autre représentation mentale des choses. Voilà, c'est ainsi que j'en suis venue à la contre-cartographie. Donc ce dernier ouvrage, Ceci n'est pas un atlas, présente des exemples de contre-cartographie. Alors la contre-cartographie, c'est un terme général, générique, qui regroupe énormément de formes d'expression cartographique qui sont des projets d'écriture du monde alternatifs, c'est-à-dire réalisés par des personnes qui ne font pas forcément partie des institutions habituellement productrices des cartes, ni de leur économie. Ce sont souvent des personnes de la recherche qui font de la recherche impliquée avec des activistes, avec des artistes et surtout avec les populations concernées par une injustice économique ou sociale. Christian Gratalou, vous, quand vous écoutez les informations, la question ukrainienne, la question du Proche-Orient, comment voyez-vous les choses ? Voir est effectivement le bon verbe. Oui, parce que je pense que vous visualisez les choses. Absolument, mais c'est vrai que quand on cartographie, et on cartographie pas que si on est géographe, d'ailleurs l'inverse est parfois vrai, mais quand on est tombé dans la cartographie, on a besoin immédiatement de localiser. Parce que si on ne localise pas, on ne comprend rien. Et c'est tout à fait important de savoir que chaque fois qu'il y a un lieu, être capable de le situer par rapport à d'autres lieux, par rapport à d'autres étendues, d'autres territoires, justement. Vous nous donnez un exemple ? Les exemples des conflits que vous avez évoqués, heureusement, depuis que les cartes bénéficient de l'informatique, la presse télévisuelle ou écrite, maintenant abonde de cartes. Alors qu'avant, c'était très difficile de suivre en particulier l'actualité dans les quotidiens. Donc, les cartes, on en voit. Mais ça ne veut pas dire qu'on les regarde vraiment. Faut d'ailleurs apprendre un peu. Comme Zeti l'a très bien dit, c'est un langage qui n'est jamais neutre, mais pas plus que le texte. Que comme tout mode d'écriture, il a des cadrages, des choix. Le problème, c'est que sur les cartes, ils sont beaucoup plus inconscients, parce que on sait qu'un texte, ils disent que l'auteur veut en dire. La carte aussi, elles disent que l'auteur veut en dire, parfois en se trompant, comme pour l'auteur. Mais il faut avoir appris à les lire. Ça, c'est absolument essentiel. Et pour ça, il faut les contextualiser géographiquement. C'est ce que j'essaye de faire dans Géohistoire, d'ailleurs. Apprendre, au fond, les éléments, tout le bagage, pour pouvoir lire précisément les cartes. Alors, d'autres cartes sont possibles. C'est un peu votre métier, Nephthys Vert. Vous m'avez offert, je ne sais pas si c'est pour moi, d'ailleurs, je pense que vous allez me la reprendre. La carte des saccages des Jeux Olympiques 2024. Alors, c'est une carte qui représente les différents lieux des Jeux Olympiques. Saint-Denis 2024, Pantin, Carrière de la Seine, Albertville. Et c'est une carte assez méchante, assez satirique. Par exemple, on voit à Paris, ça construit, mais léger, vert, inclusif et innovant. Je vous soupçonne d'être un peu ironique. Ah, mais c'est une carte ironique. Elle est peut-être méchante. On peut mettre ça entre guillemets. Elle est critique dans le sens où elle va aller chercher sous la carte les vrais dispositifs et fonctionnements de cet énorme chantier que constituent les Jeux Olympiques pour Paris. Donc c'est le collectif Saccage qui l'a réalisé. C'est édité comme énormément de cartes connues. Je nommerai juste celle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à l'époque, éditée par les éditions de la Criée. Et ce sont des cartes diffusées de façon assez alternative, vendues en librairie, etc., qui sont justement hors dispositif de production des cartes. Et ces cartes, elles cherchent à expliquer, à fournir des informations qui permettront ensuite d'argumenter pour défendre une cause, des informations moins accessibles, plus controverses, mais très souvent des informations informées de la vie des gens. Si vous habitez Aubervilliers, que votre jardin ouvrier a été rasé, vous aurez très peu d'espace pour exprimer votre désaccord. Et donc ces contrecartes, elles occupent une place importante dans la production de l'information. D'un côté, dans la production de la connaissance, qui est une connaissance alternative, mais comme dit, fondée sur celle de l'espace vécu des gens, si on veut citer Frémont. Armand Frémont, qui développe l'idée de l'espace vécu. Qui a fait un très beau livre sur la France, la géographie de la France. Voilà un autre grand de la géographie. Et donc on va compléter le paysage informationnel.
Christian Grattalou, alors il y a d'autres cartes, d'autres démarches dans votre livre qui permettent de montrer des processus qui sont éminemment politiques. Je pense par exemple à la naissance de la mondialisation au XVe siècle. Oui, c'est peut-être l'un des plus grands événements historiques qui soit. J'ai bien pris garde de ne plus dire les grandes découvertes, qui est très eurocentré, comme la découverte étant réciproque, et c'est un fait impérialiste de la part des Européens. Mais c'est important de contextualiser. Ça, c'est vraiment, et dans cela, la carte comme la photo dépend de son cadrage. Pour moi, c'est toujours important. C'est ce que j'ai fait dans tous les atlas publiés aux arènes et dans les cartes qui sont ici, c'est de faire plus large que l'objet précis. Ou alors, c'est qu'on veut uniquement centrer sur l'objet précis. Dans l'Atlas historique de la France, par exemple, c'est des éléments. Mais fondamentalement, il faut la cadrer, la France. C'est comme les projections qu'on a évoquées tout à l'heure, qui nous donnent une vision du monde inégale, en général, donnent des points de vue, et qui est de toute façon trahie, puisqu'on passe d'une sphère à une surface plate. Donc il y a des bords. Et à partir du moment où il y a des bords, on crée nécessairement des exclusions, des inclusions. Mais alors justement, comment rendre compte de la mondialisation, sachant que la mondialisation a été une histoire en partie sanglante, une histoire de colonisation, une histoire qui est une histoire funeste pour une partie justement de la population qui s'est retrouvée involontairement mondialisée, si j'ose m'exprimer ainsi, Christian Grattalou. Oui, même les acteurs de la mondialisation n'étaient pas forcément conscients de ce qu'ils faisaient, loin de là. Mais pour représenter la mondialisation, nécessairement, il faut un globe. Mais un élément important, c'est de se demander qu'est-ce que les Européens avaient comme carte mentale au XVe siècle. Et ils connaissaient relativement bien l'ouest de l'Ancien Monde et le nord de l'Atlantique. Ils connaissaient plus par ouï-dire l'extrême-orient, enfin je parle du point de vue des Européens bien sûr en disant l'Orient, et ils connaissaient absolument pas le reste, comme les habitants de l'Ancien Monde ou partiellement. Peut-être que ceux qui avaient la vision au moins kilométriquement la plus large étaient les Polynésiens, qui se sont déplacés sur les 2/3 de la surface du globe, la latitude de l'équateur. Donc on a pour penser puisque une carte est une expression de pensée. Pour penser à la mondialisation, il faut se demander quels sont les chemins intensifs. C'est pour ça que pour moi, un élément clé et très géohistorique était la carte des routes maritimes potentielles à partir de l'Europe, c'est-à-dire les courants marins et les vents. Et alors justement, si on reprend cette carte maritime, il y a eu une carte incroyable dans Ceci n'est pas un atlas, le livre que vous avez dirigé, Nephthys Zver, qui rend bien compte d'ailleurs de la démarche de la cartographie radicale, ce groupe auquel vous appartenez, cartographier les passages sûrs, les interventions en temps réel aux frontières maritimes de l'Europe. Donc c'est une carte de la Méditerranée, mais c'est une carte comme on n'en a jamais vu. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Nephthys ? Alors c'est une carte numérique, donc on la voit, on la connaît. Elle est utilisée pour la surveillance de la Méditerranée. La surveillance, pourquoi ? Dans cette logique occidentale, il y aurait beaucoup à dire sur la mondialisation et sur la circulation, les transferts, les contre-transferts au niveau de la science géographique. Vous pouvez le dire, vous avez un micro en face de vous. Oui, le temps manquerait. Cette carte... Elle inverse la donne, si vous voulez. Vous pouvez surveiller la Méditerranée en y plaçant des frontières et en disant que voilà, c'est le point que vous n'allez pas franchir si vous faites partie de l'humanité qui aujourd'hui migre sous certaines conditions, alors que nous-mêmes, nos parents, nos grands-parents, nos enfants et nous-mêmes, nous migrons avec d'autres moyens, nous migrons dans d'autres temporalités. Cette carte, des activistes, donc des chercheurs, des activistes vont se l'approprier. C'est une carte qui numérique, donc actualisée en temps réel, qui va montrer quoi ? Qui va montrer où on peut localiser les appels de détresse des navires en mer. Il existe des lois souvent bafouées, ô combien bafouées, qui obligent les États à intervenir en mer en cas d'appel de détresse dans un certain périmètre autour de leur territoire, de leur terre en fait. Ces appels de détresse sont ignorés. Les gardes-côtes ne les entendent pas. Watch the Med et
Alarm Phone sont des collectifs qui vont capter ces appels, vont appeler les gardes-côtes et vont les obliger à intervenir, au besoin en passant par une médiation, c'est-à-dire en informant les réseaux sociaux de la situation. Ça permet de sauver des vies humaines et d'éviter que la Méditerranée ne se transforme en cimetière. Voilà, donc là on est dans un bel exemple de ce qu'est la contre-cartographie. Elle peut être une carte sensible, réalisée par des personnes non formées à la cartographie, qui ne maîtrisent pas les SIG, les systèmes d'information géographique, autant que des spécialistes de la géomatique. Christian Grattalou, on continue à décliner le mot « contre » dans votre ouvrage Géohistoire. Il est aussi question d'histoire contrefactuelle, avec par exemple une question qu'on peut se poser, et si le lama avait été une vache ? Oui, on peut faire, même aujourd'hui, les historiens les plus scientifiques s'autorisent parfois, comprennent que d'autres le fassent, des tentatives d'Uchronie comme terrain expérimental. En ce sens-là, on est très proche de cartes expérimentales, entre autres quand on le fait avec des acteurs qui ne maîtrisent pas les codes cartographiques. J'ai beaucoup pratiqué des jeux pédagogiques où on peut simuler des réseaux urbains, par exemple. C'est très pédagogique, ça permet au départ de voir ce que les gens ont en tête, c'est un élément très clair. Et puis surtout, ça permet de développer des possibles mais qui ne se sont pas réalisés. Alors qu'est-ce qui se passe ? Donc équivalent de l'Uchronie. Imaginons par exemple que la Haute-Savoie soit peuplée de lamas en lieu et place des vaches. Je vous demande pas avec quoi on ferait le reblochon, Christian Grattalou, mais qu'est-ce qui se passerait ? Ce qui est important, c'est que les gros... Alors, il y a un débat chez les biologistes historiens pour savoir si les gros mammifères d'Amérique n'ont pas été domestiqués parce que ce n'était pas possible. C'est le point de vue de Jared Diamond, par exemple. Eh bien, si c'est que les sociétés n'ont pas voulu les domestiquer. Les deux sont possibles, et même conjointement. Il se trouve lui dit, puisqu'on l'a reçu il y a peu de temps au matin, que le zèbre, par exemple, est absolument indomesticable. Et les Européens aussi. C'est pas une question de volonté. Voilà, exactement. Je pencherai d'ailleurs plutôt pour ce point de vue. Mais je trouve que le zèbre est très méchant. Que tous les grands mammifères, en particulier ceux qui ont joué un rôle clé, le bœuf et le chameau et surtout le cheval, qui ont joué des rôles historiques absolument essentiels, n'ont pas du tout leur équivalent, en tout cas comme résultat de domestication, en Amérique. Donc les sociétés ont connu des processus historiques différents. Et tandis qu'en Europe et en Chine, enfin dans tout l'axe de l'Ancien Monde, ils ont connu des processus historiques fondamentaux permettant le labour profond, les rizières par exemple sans le buffle, ça c'est pas possible, permettant des maîtrises de la distance, on peut pas avoir l'Empire mongol sans les chevaux, etc. Donc des processus historiques qui auraient pu diverger. Mais alors, donc ça, c'est une conception finalement qui renvoie la géographie, ou la géographie au sens large, à une vision assez déterministe de l'histoire, puisque le lama, vous en faites ce que vous voulez, mais il est maigrichon, et comme il est maigrichon, il ne peut rien tirer, rien porter, il sert pas grand-chose, pardon au lama qui nous écoute, mais c'est un peu le sens de la démonstration, Christian Grattalou. Oui, bien sûr, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup lu Le Temple du Soleil et je sais qu'un lama ne porte que 30 kilos, le petit Sorino de Tintin. Bon, lama fâché... Lui, toujours faire un 6, bien sûr. Non, c'est vrai que l'absence non seulement de nourriture animale et surtout d'un élément de porc ou de trait, ça a profondément changé l'histoire américaine par rapport à l'histoire de l'Ancien Monde. Mais ces éléments, ils sont pour partie des contraintes biologiques, pour partie des contraintes d'histoire sociale. C'est les deux. Et ça a un effet particulier. Pour moi, dans le bouquin, c'est des oppositions entre le 4e et le 5e chapitre. C'est-à-dire, l'axe de l'Ancien Monde, on a des sociétés denses, à labour, qui sont en interconnexion les unes avec les autres, et qui représentent d'ailleurs 75% de l'humanité, toujours aujourd'hui. Il y a la Chine et l'Inde dans le paquet. Des autres sociétés, des mondes différents, qui étaient dans le chapitre 4, où il y a des processus historiques qui donnaient d'autres futurs. Ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'archéologie anarchiste, qui est très largement à la pointe de ce genre de choses, et c'est passionnant. Justement, la cartographie anarchiste, ou en tout cas la cartographie sociale, on l'a dans votre livre Nephthys Vert, Ceci n'est pas un atlas, avec par exemple cette carte tout à fait étonnante, cartographier la lutte contre l'éviction dans la baie de San Francisco. Donc ça se passe évidemment aux États-Unis. Elle représente quoi, cette carte, Nephthys ? C'est un thème d'actualité. On a connu ces dernières semaines. On a découvert peut-être les problèmes que soulèvent les plateformes de réservation
opérations touristiques, telles Airbnb pour ne pas la nommer. Alors aux États-Unis, un groupe AEMP, Anti-Eviction Mapping Project, a commencé à cartographier le centre-ville pour constater la corrélation qu'il existait entre l'offre de location croissante d'hébergements saisonniers, touristiques, et l'éviction des populations pauvres qui, historiquement, sont très souvent, habitent très souvent les centres-villes. Donc ce collectif, ici nous avons des activistes, des artistes, des étudiantes et étudiants, est un exemple d'une forme de contre-cartographie qui englobe en fait tout un dispositif de communication qui va des performances de rue, de la musique dans la rue, des projections dans la rue, des danses chantées qui racontent l'histoire des évictions de chaque personne, des numéros de téléphone que vous pouvez appeler, etc. Avec une carte, pardonnez-moi, je vous coupe Nephthys, une carte tout à fait étonnante de la Bay Area, donc la baie de San Francisco, avec une ville qui est la ville d'Oakland, qui est une ville plutôt pauvre, qui a été gentrifiée, qui est une ville, je crois, qui touche Berkeley et qui est une ville majoritairement noire. Et alors vous avez cartographié tous les locataires menacés d'expulsion. Et donc, on voit, c'est très saisissant. C'est une carte que l'on comprend immédiatement, mais à laquelle on n'avait pas pensé avant. On n'avait jamais imaginé se représenter les évictions en matière locative de cette manière-là. Vous mettez le doigt justement sur un des propos de la contre-cartographie, c'est dénoncer les méfaits du système capitaliste dans la plupart des cas. Ici, nous sommes devant un phénomène que nous vivons tous, qui est diffus. Cette carte, elle montre que par secteur, vous pouvez effectivement constater la menace qui pèse sur ces populations pauvres, qui sont des populations racisées. Ça, c'est une autre logique à l'œuvre. Et le représenter par une image, déjà l'image cartographique, en tout cas, elle a ce crédit de scientificité, d'objectivité, qui est le propre de toutes les cartes et qui fait qu'on aura envie de la croire. Et pourquoi ? Parce que c'est la seule façon de nous représenter d'une façon aussi modélisée, aussi simple, les phénomènes qui se passent dans l'espace et sur le territoire. Donc on l'a compris, on l'a entendu, c'est une géographie très politique. C'est aussi une géographie, Christian Grattalou, qui permet de comprendre comment les blocs politiques se sont créés, la vôtre, celle que l'on retrouve dans Géohistoire, n'est-ce pas ? Oui, on est dans le temps long parce que, comme les rapports à milieu naturel qu'on a évoqués tout à l'heure, je crois qu'il faut surtout ne pas être amnésique. En tout cas, j'essaye de construire tous mes bouquins comme une lutte contre l'amnésie, et en particulier l'amnésie spatiale, donc sous forme de cartes ou d'explication des cartes. Donc oui, on a des temps longs de construction des blocs politiques, dont on peut voir souvent des racines dans, par exemple, des structures religieuses dans l'axe de l'Ancien Monde, entre un monde plutôt abrahamique et un monde dharmique, comme on dit, c'est-à-dire l'hindouisme, le bouddhisme. Là, on a des éléments qui vont jouer un grand rôle, y compris dans la construction de l'espace et la façon de le représenter. Et les modes cartographiques, d'ailleurs. Et oui, parce que vous vous intéressez beaucoup à l'âge axial. Alors, pas l'âge du 5e siècle avant Jésus-Christ, Non, parce que ça, c'est l'âge axial traditionnel, mais c'est un autre âge axial qui vous intéresse. Oui, j'emploie d'ailleurs pas le mot âge, mais c'est une configuration géographique et cet axe de l'Ancien Monde, que j'appelle l'axe pour éviter d'utiliser le mot colonial d'Ancien Monde. Donc, on a une densité très forte de sociétés qui sont surtout très interconnectées. Et c'est là où on a tout un tas d'initiatives qui vont à la fois jouer ensemble et des éléments les uns contre les autres, d'où les constructions géopolitiques et géoculturelles que vous aviez évoquées. Et alors, juste une dernière question à vous poser à tous les deux en guise de conclusion. Christian Grattalou, les cartes de demain, celles qui ne sont pas encore dans votre livre Géohistoire, est-ce qu'un géographe imagine les cartes de demain, par exemple les cartes des migrations, les cartes de transformation de notre monde? Est-ce que vous pourriez faire dans un prochain livre les cartes du futur? On peut le faire, je pense qu'on doit le faire. Jusqu'à présent, j'ai pas mis de contrefactuel à la fin du dernier chapitre, parce que c'est de la prospective, ce qui n'est pas du tout la même chose. Là, ça peut exister, et l'une des hypothèses existera certainement. Si on prolonge les tendances des courbes, par exemple, on a des éléments très forts, ne serait-ce qu'à cause de la contrainte démographique. Bon, vous avez donc les cartes du futur, sachant qu'il y a aussi une évolution technique de la cartographie, et que les hologrammes, par exemple, tridimensionnels, vont jouer de plus en plus un rôle clé. Oui. Alors moi j'aurais une réponse iconoclaste et en me mettant sous la tutelle d'un grand homme, de Jacques Bertin. J'ai trouvé dans la première édition de sa sémiologie graphique, 1967. Alors, je ne sais pas qui est Jacques Bertin. Alors Jacques Bertin
c'est quelqu'un de clé, propose pour, une écriture des cartes qui serait pour produire des cartes lisibles, facilement lisibles. Et il dit, on n'a plus d'écrivains publics à Paris. Pourquoi? Parce que tout le monde sait écrire. Un jour, tout le monde saura faire des cartes et pour obligatoirement devenir géographe. Ceci n'est pas un atlas aux éditions du commun. C'est l'ouvrage que vous avez dirigé, Nephthys Vert, Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre, de Christian Grattalou, Les Arènes. Merci d'avoir été avec nous.